Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech & Co et bienvenue dans ce rendez-vous Village Startup. On est très heureux de revenir ici au Village by CA. On est au cœur de Paris. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Le Village Startup, vous le savez, tous les mois on se retrouve pour vous faire découvrir des startups françaises très innovantes, chacune dans leur domaine. Tu veux le sommaire? Ah mais tu sais quoi, je n'attends que ça, Jérôme. On va parler de dépistage auditif grâce au numérique. On va parler de paiement sans contact grâce au numérique et on va parler de Space Tech grâce Au numérique aussi. Voilà, exactement. Et puis notre maire préféré sera là, hein, Ouais. évidemment, pour évoquer Fabrice Marcella. la tech et la sobriété énergétique. Jérôme, c'est un sujet bien sûr sur toutes les lèvres actuellement. Bienvenue dans ce Village Startup sur la chaîne Tech & Co. Nous allons donc accueillir notre premier invité. Il s'agit de Franck Chastenay, directeur des opérations de la société SonUp. Bonjour. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Franck. Effectivement, le directeur des opérations et associé de SonUp. Alors, Et bien associé, le micro oui. en face parce que Tout à fait. et après ça énerve notre réalisateur, vous le savez. Vous faites bien de me Qui peut- recadrer par rapport à qui peut ça. parfois être assez agressif. Le principe, Franck, 6 minutes, bien évidemment, pour découvrir SonUp. C'est parti. Alors donc, vous digitalisez en quelque sorte le dépistage auditif, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, nous avons développé des applications de diagnostic et de dépistage des troubles auditifs. Voilà, en fait, alors pourquoi? On est parti d'un constat, un chiffre assez simple, c'est qu'en France, il y a 1,5 million de malentendants qui ne sont pas équipés. Et contrairement à ce que l'on peut croire ou penser, en fait, il n'y a pas que des retraités dans ce 1,5 million. Bien sûr, ça peut commencer très jeune, les problèmes d'audition. Tout à fait, et puis on le voit aussi dans le monde de l'entreprise avec des personnes qui sont concernées. Voilà. Bien sûr, puisqu'on le sait, hein, il y a des environnements de travail qui ne sont pas forcément très bons justement pour en fait, l'audition en quelque sorte. Hein. Tout à fait. Et alors donc, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Alors en fait, tout d'abord, en fait, on est parti dans le constat. Un constat assez simple, en fait, c'est qu'il y a 4 freins en France à l'équipement en appareil auditif. Et dans ces 4 freins, il y a 3 faux freins. Donc ces freins, c'est le coût. 2, c'est l'aspect esthétique. Les doutes sur l'efficacité et le manque de dépistage. Ces 3 faux freins, c'est les 3 premiers finalement. Le coût, depuis 2021, en fait, il y a le reste à charge zéro sur une partie des appareils. Qui a été mise en place par le gouvernement. Tout à fait. Le deuxième, c'est sur l'aspect esthétique. On est très loin quand même maintenant des appareils auditifs qu'ont pu connaître nos grands-parents. Maintenant, c'est assez discret et peu visible. Et sur l'efficacité, maintenant, en fait, il n'y a plus de doute sur cette efficacité. Donc vous vous attaquez au 4e frein. Exactement, tout à fait. C'est sur effectivement ce dépistage. Donc en fait, on a développé ces applications justement pour démocratiser cet accès aux tests auditifs. Notre objectif, en fait, il est assez simple. C'est d'amener le test aux personnes dépistées, plutôt que l'inverse. Parce En fait, qu'aujourd'hui, quel est le parcours en fait, de quelqu'un qui veut se faire dépister? Comment En fait, ça marche? la personne qui va se faire dépister, le parcours, finalement, soit cette personne s'en rend compte et va aller chez l'ORL, ou alors chez l'audioprothésiste. Mais finalement, on s'aperçoit que les personnes y vont assez tardivement. En France, la plupart des personnes qui se font appareiller, c'est très tardivement. Et nous, justement, chez SonUp, nous souhaitons faire en sorte que le patient rentre plus précocement dans son parcours de soins auditifs. Alors de quelle manière? Donc vous avez développé une application, Tout à un fait. équipement spécial. En fait, mais qui est spécial, plus pas léger tant que ça. qu'on trouve chez le... C'est juste avec un casque en Juste un Bluetooth casque. qui est exclusif SonUp et une tablette. Un casque exclusif, c'est-à-dire que ça ne marche pas avec tous les casques. Exactement, parce que D'accord. nos casques sont calibrés. Tout à fait. Donc c'est pour ça. Et deuxième élément, en fait, c'est une tablette Android ou iOS. Vous téléchargez l'application et puis après il faut le casque en revanche SonUp. Alors, comment ça fonctionne en fait? Donc moi je veux me faire dépister, je change de casque. Ouais, en fait, c'est pas disponible auprès de tous les B2C. particuliers. Exactement, au B2C, c'est sur le B2B. Et en fait, on adresse à 4 marchés. Premier marché que l'on a adressé depuis un certain temps, maintenant, c'est le marché des opticiens et des pharmaciens. En fait, on propose cette solution aux opticiens et aux pharmaciens afin qu'ils puissent proposer ce service dans leur officine ou dans leur boutique d'optique afin de générer des tests. Petite question, ils n'ont pas déjà d'autres outils à leur disposition pour mesurer, pour mesurer cette acuité auditive? Alors, sur la partie opticien et pharmacien, non. Non. Il n'y a pas de test. Voilà. Et ce test, en plus, il se fait en 3 minutes. Donc, l'objectif, c'est de proposer ce nouveau service aux opticiens et aux pharmaciens. Ils font le test. Derrière, toutes les personnes qui sont dépistées avec un trouble auditif,
Nous, on a un service patient qui va appeler ces personnes-là pour répondre à leurs questions et envoyer ces personnes-là chez des audioprothésistes. D'accord. Alors, Autour des opticiens des pharmaciens pour créer cette synergie locale, interprofessionnelle finalement. d'accord. Alors, il nous reste 2 minutes. Est-ce que c'est aussi fiable qu'un test fait chez un ORL? En fait, ça ne se soustrait pas non plus au test qui va être fait chez l'ORL. Qui est un D'accord ? audiogramme. Qui est un audiogramme, exactement. Voilà, qui est Ça, le top du top, on va dire. Tout à fait. D'accord. Ça, en fait, ça va se soustraire plutôt, ça va être en amont. Ça va permettre de se rendre compte Hmm. qu'effectivement, on a un trouble auditif et derrière, on va aller chez l'ORL et l'ORL va faire l'audiogramme classique. Voilà. D'accord. Donc, Mais c'est- malgré tout, vous vous rapprochez de la fiabilité d'un audiogramme ou pas? J'imagine que vous avez fait des comparaisons. Ouais, en fait, on travaille sur 4 marchés. Je vous ai parlé des opticiens, des pharmaciens. On travaille sur le marché des entreprises, des laboratoires pharmaceutiques et aussi, on est en train de faire un test auprès des médecins généralistes et ORL. On est en train de faire un pilote pour que ces médecins généralistes et ORL puissent tester cette application comme ils le feraient avec un audiogramme, afin de pouvoir gagner du temps dans le sens où c'est un D'accord. autotest. Et eux, ils vont pouvoir se concentrer sur leur tâche à valeur ajoutée, qui est le dépistage, l'interprétation et la lecture des courbes Quand vous dites de l'application. Pardon. un autotest, ça veut dire que par exemple, dans les commerces dont vous parlez, ce serait des bornes dans un coin du magasin et on fait ça Alors, soi-même? C'est pas des bandes parce qu'il faut expliquer comment ça se passe. Il y a un D'accord. peu de pédagogie en amont, mais ça dure 1 minute. Et ensuite, en revanche, effectivement, le test, il se fait tout seul. Et il dure moins de 3 minutes. D'accord. Et évidemment, c'est une solution qui est moins coûteuse qu'un audiogramme. Ah bah oui, parce que effectivement, enfin, le prix est différent selon les marchés, parce Oui. que le service est différent également. Mais si on parle de tarifs pour les opticiens et pharmaciens, il y a le prix de l'adhésion et ensuite une mensualité. Le prix D'accord. de l'adhésion, c'est 400 € et la mensualité, c'est 25 € par mois. Alors, Donc c'est symbolique en fait. c'est ce qu'on appelle du B2B2C. Hein. Tout Vous à vous fait. adressez-vous aux professionnels, mais in fine, c'est nous, les consommateurs et les clients et les patients qui sommes visés. Et où est-ce que vous en êtes du développement et de l'implémentation? C'est déjà en service? Ouais, non c'est déjà en service. Ouais. En fait, la société a été fondée en 2019 et depuis début 2021, nous sommes en commercialisation de ces offres-là. Très bien, Franck, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça s'appelle Sonob. Le gong a Merci retenti. d'être passé par le Merci beaucoup. Village Startup. Et Jérôme, on enchaîne tout de suite avec notre deuxième startup. Regardez ce petit bracelet en plastique, ça n'a l'air de rien. Eh bien, c'est une carte bancaire pour payer dans les magasins sans contact, François. Et ça s'appelle Five avec un Y. Et Eric Barbedienne nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau donc, de Village by CA. et de Bonjour, Village Startup. enchanté, merci de Bonjour m'inviter. Eric, Bonjour. directeur commercial donc, de Five. Oui. Alors, on va lancer le chrono. Voilà. 6 minutes et on vous pose notre première question. Vas-y Jérôme, je t'en prie. Je sens que ta première question Comment sera la meilleure. puis-je payer dans les magasins avec ce bracelet, Eric? En fait, c'est très très simple. En fait, on a un pack qui est ici, sur lequel on a 2 bracelets interchangeables, une carte bancaire au format carte SIM, ici présent, que vous glissez dans le bracelet. Selon votre humeur, vous pouvez vous mettre en rouge, en blanc, en vert, en bleu, en noir, selon la tenue vestimentaire ou autre, et vous payez tout sans contact. D'accord. Entièrement, donc dans tous les Ouais, commerces qui acceptent le sans contact, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux maintenant. Hein. Exactement, ouais. Ok. J'imagine qu'au départ, il faut recharger la carte. Il faut mettre de l'argent dessus. Bien sûr. Alors, dès le départ, nous offrons 5 € de crédit sur le bracelet pour pouvoir utiliser le bracelet dès le départ. Et après, vous pouvez recharger. Vous avez plusieurs manières de le recharger. Soit vous achetez des recharges dans les bureaux de tabac ou les maisons de presse. Ça va de 20 jusqu'à 500 €. Et après, ou sinon, vous pouvez transférer de l'argent via votre compte vers le nouveau compte Five. Parce que comme c'est une carte bancaire, vous avez directement un compte sur lequel vous pouvez transférer votre argent. Alors Eric, ça a l'air très sympa, mais à quoi ça sert finalement? Parce que avoir un moyen de paiement dématérialisé en fait autour de son bras, par exemple, dans quels usages ça peut avoir du sens? Parce qu'aujourd'hui, soit on a une carte bancaire, soit on a aujourd'hui le téléphone aussi pour payer. Ou la montre. Ou la montre. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'usage, il est pour tout le monde. L'avantage de cette carte bancaire, elle est étanche. Donc par exemple, on se dit, vous voulez aller vous baigner, vous allez dans un camping, vous ne voulez pas vous trimballer à votre téléphone portable ou votre montre, si vous n'en avez pas, parce que pas tout le monde a une montre connectée associée avec un compte bancaire, bah, vous pouvez aller vous baigner et puis après aller jeter votre glace, votre panini ou autre directement dessus. Vous voulez aller au théâtre,
vous voulez pas sortir votre téléphone ou autre, bah, vous savez que derrière, vous pouvez payer avec ça parce que c'est un sans contact. Ou vous allez faire une course, vous oubliez votre téléphone, vous oubliez votre porte-monnaie pour aller à la boulangerie, vous pouvez payer pour acheter votre baguette de pain ou votre viennoiserie, on va dire ça comme ça. Donc en fait, tout est usage, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Oui, c'est une sorte de clone de notre carte bancaire en fait. En fait, c'est un moyen supplémentaire que vous avez d'utiliser un achat que vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, avec la sécurité qu'on a et qu'on a peur de sortir son téléphone ou de montrer, bah maintenant, avec votre carte, vous pouvez le faire directement. Et comme on a un compte sur lequel il n'y a pas de dépassement, on peut consommer que ce qu'il y a sur le crédit Oui, c'est de les la carte. préchargés en fait. Exactement. Donc, on est sécurisé, il n'y a pas de souci à ce sujet. Ça veut dire par là que si je perds ou si on me vole mon bracelet, la personne pourra vider le crédit en quelque sorte, mais ne pourra pas aller bien loin après. Pas C'est du ça tout. Pas du tout. En fait, via l'application, vous pouvez bloquer tout instantanément. Votre compte bancaire, la carte et même le NFC. Je prends un exemple Oui, si on se rend classique. compte que la carte a été volée. Oui, ou alors vous avez peur dans le métro de vous faire pirater votre compte parce que maintenant il se peut qu'un TPE passe, même si on l'entend. Bah, vous pouvez bloquer le NFC pour dire voilà, j'ai pas de souci instantanément. Alors j'imagine que c'est comme pour l'usage de la carte bancaire plastique, c'est plafonné, les paiements sont plafonnés. Exactement, c'est régissé, enfin il y a une législation en France, donc c'est 50 € maximum que vous pouvez avoir. Et à l'instar de votre carte bancaire classique que vous avez sur lequel vous ne pouvez pas aller au-delà de 5 paiements, nous, on peut aller jusqu'à 150 € d'achat. Donc soit vous faites 3 fois 50, soit 10 fois 15. Et au-delà de 150, elle est bloquée la carte. Et vous devez aller sur l'application pour déverrouiller, le paiement. Parce qu'aujourd'hui, avec des téléphones, on peut, via NFC, payer de manière illimitée, même dépasser le plafond de 50 €. Oui, parce qu'on est On ne peut pas le authentifié. faire aujourd'hui avec ce type de produit. Non, pour l'instant, on ne peut pas, parce que comme c'est régi par la carte bancaire, on ne peut pas le faire et on est toujours bloqué par ce système-là. La Parce loi... que là, il y a une identification forte, en fait. voilà. C'est ça, hein. Exactement. C'est comme une carte bancaire classique. On ne peut pas faire autrement. Pour l'instant, c'est ça. En fait, c'est associé toujours à une carte bancaire. Alors, nous, on a aussi une société qui est à côté qui s'appelle Transcash, sur laquelle on vend des cartes bancaires prépayées et sur lequel on essaie d'avoir un microcosme pour partager l'argent entre différents services. Okay. Alors Eric, c'est plutôt malin hein, comme service, mais aujourd'hui le sans contact va bien au-delà du paiement. On voit que le sans contact peut permettre de prendre le tramway, le métro, d'ouvrir des maisons, d'ouvrir des voitures aussi. Est-ce que vous imaginez aussi implémenter ce type de choses ou ce sera vraiment qu'un service lié au paiement ? Alors je pense que l'avenir à court terme, c'est d'abord toucher les enfants, puisque pour l'instant, elle n'est réservée qu'aux 18 ans et plus. On va essayer de le faire à partir de 13 ans, parce qu'on ne peut pas avoir de carte bancaire en dessous de 13 ans en France. Je n'ai pas le droit, si j'ai moins de 18 ans, de porter ce bracelet, en théorie ? Officiellement, vous devez mettre une pièce d'identité de quelqu'un qui est majeur. Donc voilà. Après, l'évolution numéro 1 est là. Par exemple, vous allez toujours dans le camping. Là, c'est votre enfant qui pourrait y aller pour payer. Et là, c'est pas vous qui allez avec la carte. C'est ça la première évolution. Le deuxième, c'est de faire partager entre les différents types, la paire, la mère et le bracelet, pour pouvoir générer entre la famille. Donc c'est ce qu'on veut générer. Et après, pourquoi pas faire un autre packaging que ce bracelet plastique, mais peut-être s'associer avec une maroquinerie ou autre. Et pourquoi pas après développer ce qu'on appelle l'ouverture domotique classique à le faire. On est ouvert à tous les champs des pour possibles. d'autres usages, parce que ça serait les formidable de pouvoir prendre les transports, le métro, simplement avec ce type d'objet qui deviendrait un peu universel. Oui, c'est quelque chose on l'a lancé en juillet, donc c'est tout neuf et donc on est encore au début de l'histoire. D'accord. Donc oui, la cible, c'est plutôt les jeunes, hein, les enfants. Les cibles, c'est tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a une grosse opportunité sur les enfants. D'accord. Vous en êtes où Il nous reste en 20 secondes. C'est le Vous produit avez est combien sorti. de clients déjà ? Combien de personnes portent ces bracelets ? On est dans un package global. Donc on a plus de 250 000 clients avec les cartes et les bracelets. Donc c'est un peu mélangé dans l'histoire. Écoutez, c'est une formidable histoire. On l'a bien fait pour l'été. C'était un produit estival. Là, il y a la Coupe du Monde de football qui arrive. Et puis il y a le ski. Parce que moi, je suis un peu motard. Pour payer au péage, des fois, c'est embêtant de sortir Donc vous l'avez, mais voilà. Oui, il y a encore plein d'opportunités. Et puis à l'été prochain. On prépare bien l'été prochain. Parfait. Super. Merci beaucoup. Eric Barbedienne, donc directeur commercial de Five. Merci. Jérôme revient tout de suite pour découvrir une nouvelle start-up. Et on vous l'avait promis et annoncé dans le sommaire, oui, on va partir dans les étoiles, on va parler Space Tech avec notre invité Olivier Pieps, fondateur de Prométhée. Bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Et effectivement, on va parler de Space Tech, un sujet passionnant. Jérôme, on aime beaucoup évoquer tous ces acteurs, tous ces startups qui imaginent l'espace de demain. Ah, dès qu'il y a le mot satellite, on est là. Hein. On est là, on n'est pas loin. Prométhée, justement, présentez-nous Prométhée, s'il vous plaît Olivier. Qu'est-ce que vous faites ? Alors Prométhée s'est donné comme objectif tout simplement de
sauver le monde. En toute simplicité. Voilà. Voilà. Donc en fait, on se positionne comme un opérateur en fait, d'observation de la Terre, en fait, à l'aide de constellations de nanosatellites. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Alors vous allez me dire que vous entendez beaucoup parler des satellites, mais il y a en fait une véritable révolution avec le New Space, donc une nouvelle manière de faire du spatial, qui est liée en fait à un monde qui change. Le monde change car les grands satellites, donc on parle d'Airbus, on parle de Thales, donc ils sont extrêmement précis, ils sont formidables, mais ils ne suffisent plus. Il y a des nouveaux besoins. On a besoin, ça se résume en un mot, c'est la permanence. Aujourd'hui, on a besoin d'une permanence dans l'espace, donc surveiller de très très grands espaces et peut-être le monde, voir ce qui se passe, l'environnement, etc. Et d'autre part dans le temps, c'est-à-dire avoir une information tous les 3 jours ne suffit pas. On a besoin de ce que les Anglais appellent du near real time, donc d'observer, d'avoir des images en gros toutes les heures pour pouvoir comprendre la dynamique des choses. Mais quel type d'image, pardon c'est quoi? C'est des photos, des vidéos? Qu'est-ce que vous filmez? Et on voit que, bon, c'est malgré tout, le satellite, même s'il y a une démocratisation de ces technologies, c'est quand même assez lourd à mettre en place. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'image, en fait? Alors, je dirais que la miniaturisation des technologies, l'hybridation du digital, c'est-à-dire toute l'automatisation à bord des satellites et au sol, donc permettent en fait d'avoir des images de résolution en gros métrique ou un peu en dessous du mètre. Aujourd'hui, avec des satellites de l'ordre de 50 à 60 kilos, et il n'y a pas longtemps, c'était des satellites de 2 tonnes qui étaient nécessaires. Parce qu'en plus, ils sont moins hauts, ces satellites, c'est ça? C'est des satellites, en effet, qui volent à 450 km d'altitude, qui circulent, et c'est comme ça qu'ils couvrent toute la planète. Et donc, quand on en met une vingtaine, on a une couverture, je dirais, une revisite qui passe, c'est ce que je vous disais, de 3 jours à moins d'1 heure. Le satellite passe et puis il y en a un autre qui va passer au même endroit 1 heure après, et ce qui fait que ça vous rafraîchit les images en fait. Mais il en faut plusieurs, il faut des constellations, c'est ça? Ce sont des tout petits satellites. Et non, c'est pas ça? Alors c'est ça le principe, vu que les prix s'écroulent, vu que parce qu'il y a un vrai rapport entre le prix et le poids, on est capable de faire 20 satellites. C'est parce qu'il y a 20 satellites donc en constellation qu'on est capable d'avoir cette dynamique et ces temps de revisite. Alors, ces images servent à quoi? Quelles sont les applications? Voilà, et quels sont les clients qui sont intéressés par ce type de service? Alors nous, on divise en fait les applications en 2 grands domaines, ce qu'on appelle l'intelligence environnementale. C'est vraiment aujourd'hui les grandes problématiques. Alors, parlez bien près du micro. Les grandes problématiques, par exemple du carbone, toutes les pollutions, la pêche illégale, les villes durables, donc, les déchets, donc tout ça peut être surveillé et on peut piloter tout ça et améliorer très fort la situation. Et puis d'autre part, il y a ce qu'on appelle un peu l'intelligence stratégique, qui commence par la logistique. Vous savez que les prix de la logistique explosent et améliorer le transport est un enjeu dans le futur. Puis il y a la sécurité, car en particulier en Afrique, pas de développement s'il n'y a pas de sécurité, donc c'est important. Et ensuite, il y a évidemment encore des applications de défense. Je crois que l'Ukraine est une belle démonstration, malheureusement, des besoins de voir ce qui se passe à côté pour pouvoir se protéger. Bien sûr. Si on comprend bien, il y a d'un côté Google Maps qui propose de très belles images on va dire de notre planète où on peut zoomer de manière assez précise, sauf que c'est statique. Vous proposez justement une espèce de webcam en grande altitude, en quelque sorte, c'est ça? Alors, la vraie pour qu'on comprenne la différence. La vraie différence, c'est que vous prenez du Google Maps et vous aurez la photo parfaite avec votre voiture qui était devant chez vous il y a 2 ans. C'est-à-dire vous avez des images du monde entier, mais avec des images qui datent. Nous, on aura des images à 3 quarts d'heure, donc vous avez perdu votre chat, vous regarderez sur le système et vous verrez que sur le toit, votre chat est là ou il n'est pas là. Mais avec la même résolution que Google Maps, ou même encore meilleur? Même encore meilleur. Mais qui peut accéder à ces images? Vous ne commercialisez pas ça auprès du grand public, j'imagine. Alors il y a évidemment, on va travailler pour le gouvernement, mais il y a une vraie volonté de démocratiser l'observation de la Terre. Donc d'amener l'observation de la Terre, ces images et des services dans le téléphone portable de chacun. Donc demain, ce sera accessible à tout le monde, on pourra... C'est un des objectifs de Prométhée. Tout à fait. C'était un peu comme Internet dans les années 90. Si on n'était pas dans un labo avec des gros ordinateurs, on n'avait pas Internet. Eh ben, on est un peu dans la situation avec l'observation de la Terre dans laquelle on se trouvait avec Internet dans les années 90. Olivier, on est en léger différé, si j'ai bien compris. Ce n'est pas du temps réel. Mais est-ce que le Graal,
ça ne serait pas d'avoir une espèce de webcam vue du ciel de, par exemple, le réseau routier pour savoir si on va passer par le périph' ou prendre telle route pour éviter les embouteillages, etc. Est-ce que demain, on pourra avoir en temps réel une vision en altitude ? Alors cette altitude, on a de la résolution d'1 mètre, ce qui est très pratique parce que on voit à la limite des hommes, on voit des voitures, mais on ne voit pas des visages. Donc en fait, la vie privée n'est pas mise en danger. Par contre, directement, si on a ces images, les applications routières, c'est évident. On verra tous les 3 quarts d'heure, mais en temps réel, on verra les images du trafic, des bateaux, de pêcheurs illégaux. On tend vers ça, vers du temps réel, en fait. On va vers le temps, ce qu'on appelle le near real time, le quasi temps réel, en effet. Juste... Et à la limite, plus il y a de satellites, plus on se rapprochera du temps réel. Ouais. Bon, il nous reste 10 secondes. Vous faites quoi, vous, là-dedans? Vous lancez pas les satellites? Alors nous, on est architectes. Nous, on gère tout, en fait. On fait tout le système end-to-end, du satellite au système SON, à la plateforme digitale. D'accord, très bien. Ça s'appelle Prométhée, c'est passionnant. Super, merci beaucoup. Merci Olivier Pieps d'être passé par le plateau de Village Startup. Rappelons que vous êtes fondateur de Prométhée. Et pour terminer, Jérôme. Eh bien, nous allons accueillir Fabrice Marcella qui va nous parler de la vie des startups et vous allez voir, c'est intéressant. Il est temps de retrouver le maire du village Baïséa maintenant, Jérôme. Oui, Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour à vous deux. Salut Fabrice. Ça va ? Ravi de te retrouver Fabrice. Ravi bien également. sûr. Fabrice qui nous fait sa chronique de coach chaque mois. Oui. Et alors tu vas nous parler aujourd'hui évidemment de startups qui répondent aux enjeux du moment. C'est ça. Et en fait, les startups de toute façon répondent toujours aux enjeux du moment, puisqu'une startup par construction, lorsqu'elle crée, c'est pour répondre à un problème ou à un enjeu du moment. Et quels sont les enjeux du moment ? On parle beaucoup de transition énergétique, traitement des déchets, réduction des déchets. Donc tout ça, c'est tous les sujets d'inquiétude du moment. Et un autre sujet d'inquiétude aussi, c'est comment réduire mon empreinte carbone, comment faire des économies d'énergie à l'arrivée de l'hiver. Donc c'est tous ces sujets-là de préoccupation dont j'aimerais mettre en avant, en tout cas les startups qui apportent une forme de réponse. Tu as identifié des startups qui sont vraiment sur ces thématiques-là. Oui, voilà, il a fallu que je fasse une sélection. Agilité, puis voilà, il y a aussi une opportunité pour certains, mais aussi de suivre les tendances du moment. Sachez qu'en termes d'investissement, l'un des secteurs dans lequel on a le plus investi en 2022, enfin sur ces derniers mois, c'est le secteur de la green tech. Donc ce qui vous montre qu'il y a à la fois effectivement un mouvement en termes de nombre de startups qui se créent, puis ça intéresse également les investisseurs. Donc, d'ailleurs, il y a même un label qui a été créé, vous connaissiez le label French Tech, maintenant il y a le French Tech Green 20, qui met en avant les futurs, qui cherchent à promouvoir en tout cas les technologies de ces startups qui apportent une forme de réponse. Alors je vous en ai choisi que 3. Il y en a 1800 aujourd'hui startups sur le sujet, alors je me suis dit qu'en 6 minutes, j'aurais pas le temps de les faire. 1800, mais ça nous laisse le temps d'en reparler les fois prochaines. Mais voilà, donc 3 startups dans 3 domaines différents. Le premier, c'est la startup qui cherche finalement à vous sensibiliser sur l'impact carbone de vos dépenses. Ce n'est pas évident aujourd'hui de se dire, quand je dépense avec ma carte dans un produit ou un service, quel est son impact carbone ? C'est une startup qui s'appelle Greenly, qui va analyser toutes vos dépenses et qui va les catégoriser en fonction de leur impact carbone. C'est un peu le Yuka, mais non pas des produits qui font du bien à votre santé, c'est plutôt des produits qui vont faire du bien à la planète. Donc je vais me loguer via une API en fait à mon compte. Tout à fait. Et elle va screener toutes vos dépenses et en fonction des dépenses, elle va les catégoriser en fonction de votre... Elle reconnaît les commerces, Oui, parce que la donnée bancaire, quand vous faites un achat par carte, en fait, vous connaissez quel est le destinataire finalement de votre paiement. Comprendre et à retrouver le... Oui, mais t'inquiète pas, les algos, eux le savent. Les algos le savent, oui. Ah bah oui, mais normalement, les applis bancaires sont plutôt bien faites sur ça. Donc, mais normalement, oui, effectivement, on peut retrouver la destination de votre dépense et donc ça permet de savoir effectivement quel est l'impact carbone de cette dépense. Cette start-up, elle se déploie également aujourd'hui dans le monde du business to business, c'est-à-dire auprès des professionnels, notamment auprès des PME, afin de sensibiliser également ces PME dans leurs dépenses. Donc c'est de l'audit en fait. C'est une information dont on n'avait pas connaissance et qui vous fait prendre conscience des comportements que vous avez. Voilà, donc si on veut changer de comportement, encore faut-il le savoir quel est son comportement. Si j'achète un gros diesel... non, mais alors ça c'est facile. Hein, j'ai pas besoin de Greenly, mais oui, ça c'est facile. Oui, mais si j'oublie. si tu oublies. Oui, si je passe à la pompe... Je dis n'importe quoi, mais je prends un billet d'avion par exemple. Billet d'avion, mais ça peut être aussi, je consomme tel produit, j'achète un iPhone plutôt qu'un autre produit, un autre smartphone, quel est son impact carbone. Voilà. Intéressant. Intéressant. En tout cas, c'est à creuser. C'est deuxième start-up qui est intéressante. Alors là, je
je me suis dit, tiens, en prévision de l'hiver, même s'il fait encore un petit peu chaud en ce moment, on nous rabâche que cet hiver, il va falloir faire des économies d'énergie, on risque d'avoir des coupures électriques, il faut limiter notre température à 19 degrés. Enfin, on a entendu beaucoup de choses autour de tout ça. Mais comment je fais avec la techno pour faciliter la vie de chacun? C'est une startup qui s'appelle Lancey, Lancey, qui existe depuis un certain temps. Mais j'ai trouvé ça génial. C'est un radiateur électrique avec une batterie. Ce radiateur apprend de vos habitudes et sait à quel moment vous êtes au foyer, à quel moment vous n'êtes pas là. Et en fonction ensuite du moment de la journée où l'électricité est le moins chère, va recharger la batterie du radiateur et ensuite va produire la chaleur au moment où c'est le plus opportun pour vous et au moment, bien sûr, où c'est le moins cher, puisque de toute façon, c'est une batterie qui fait ça. Autre élément intéressant, c'est que cette start-up, elle recycle les batteries des Véligo, des facteurs par exemple, et l'intègre dans son radiateur. Et enfin, dernier élément, elle peut également charger ses batteries si vous avez des panneaux photovoltaïques. Elle peut récupérer cette énergie-là pour pouvoir la recharger. C'est 35% d'économie d'énergie promis par la start-up. Et puis ça peut limiter les pics de consommation. Alors, de fait, ça limite les pics, puisqu'en fait, au moment des pics, c'est au moment où vous êtes à la maison, comme tout le monde. Mais comme elle a chargé au moment des heures creuses, vous n'avez pas cette problématique. Voilà, elle va tirer sur la batterie plutôt que de tirer sur le réseau. réseau. Tout à fait. Et même, j'allais dire, même si vous avez une coupure électrique, il y a toujours la batterie qui est là quand même pour vous chauffer. Donc voilà, je trouve que Lancey, donc c'est pas les jouets. Non, d'accord. Non, je préfère le préciser. Troisième start-up. Allez, troisième start-up, elle répond au fléau de la planète que sont les batteries. Est-ce que vous savez le nombre de batteries aujourd'hui qui sont jetées et incinérées comme ça? Non, c'est pas bon. À mon avis, c'est beaucoup. C'est 15 milliards. 15 milliards, je vérifie mon chiffre, c'est tellement impressionnant que même moi j'ai du mal à y croire. Mais c'est 15 milliards de batteries qui sont jetées. De batteries, comme ça. De petites batteries. De petites batteries, des petites piles. Même, alors soit les batteries plates, soit les batteries des smartphones. Les piles, par exemple, aussi, que vous jetez comme ça. Enfin, vous. Pas vous, je sais très bien que vous les recyclez, vous. Nous, on fait très attention. On les mange. Je n'osais pas le dire. Et donc ces batteries sont composées en plus de matériaux rares et polluants. Donc on voit bien le problème et l'impact sur notre planète. La start-up dont je vous parle, c'est une start-up qui a remporté beaucoup de prix. C'est une start-up française. Ce sont que des start-up françaises dont on parle. Elle s'appelle BFC. BEFC. Et en fait, elle fait quoi? Elle fait une batterie révolutionnelle. C'est une pile en papier qui utilise un enzyme pour pouvoir transformer le glucose et l'oxygène en électricité. Tiens. Donc c'est une batterie, une pile 100% éco-friendly. Cette start-up, en fait, elle propose ces piles-là pour des objets connectés, pour des vêtements connectés, en tout cas, tous ces objets qui ont besoin à un moment donné d'un peu d'énergie, mais sans avoir beaucoup d'énergie. Parce qu'évidemment, ça n'a pas le rendement d'une batterie traditionnelle, c'est ça le souci. C'est exactement ça. Et donc, voilà, c'est une start-up très prometteuse. Elle a remporté un Innovation Award lors du dernier CES. Pour le prochain CES, elle a également reçu un prix, c'est le prix de le CES Unveil qui s'est produit à Paris il y a quelques semaines. Donc voilà, vraiment une start-up à suivre de près. Elle était au Tech de Dubaï également. Donc voilà, c'est une start-up qui remporte vraiment un franc succès et j'espère qu'on pourra trouver bientôt sa pile dans le commerce prochainement. Voilà, très belle voilà quelques start-up. 1800 startups, c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés par ces startups et c'est 60 000 emplois aujourd'hui. Donc on voit que c'est quand même un secteur qui est... Et tu en accueilles combien ici au village de ces startups? Pas suffisamment. On doit en avoir peut-être à 5% de nos startups sont des startups sur Situal. Mais voilà, on a d'ailleurs un appel à candidature sur des startups à impact qui répondent à toutes les problématiques du moment pour pouvoir justement compléter notre écosystème avec des sujets comme cela. Fabrice, merci. Voilà. Merci beaucoup. À vous deux. Fabrice Marcella. Et c'est avec le coaching de Fabrice Marcella que se termine ce village startup. Jérôme, on sera là bien sûr le mois prochain. Eh bien, j'espère bien. On vous retrouve donc dans un mois pour à nouveau découvrir des startups et des innovations françaises. À très vite.